10. Et qui c'est qui domine? Les industries agroalimentaires, du coup. Donc on est passé des chercheurs au gouvernement, aux industries agroalimentaires. Alors, on est en train d'en sortir en France, parce que les gens commencent à comprendre qu'il faut revenir vers plus de naturel. Mais bon, si vous achetez du Saint-Hubert oméga 3 pensant que vous allez protéger votre cœur et ne pas avoir une maladie cardiovasculaire, je ne voudrais pas trop vous décevoir, mais ça ne marche pas, hein. Moi, j'ai dit à ma mère de revenir au beurre salé. C'est bien mieux parce que le beurre salé est peu transformé. Si on revient dans un paradigme degré de transformation, il faut mieux prendre du beurre salé qu'une margarine enrichie en oméga 3 qui est ultra transformée. Je vous expliquerai pourquoi. Ma mère m'a dit, quoi, le beurre, mais le cholestérol? J'ai dit, non, t'inquiète pas, maman, tu reviens au beurre. Moi, j'ai une étude scientifique qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que les consommateurs réguliers de beurre n'ont pas plus de maladies cardiovasculaires que les autres. Et une fois de plus, j'étais content de ce résultat parce que ça conforte mon idée que le problème est le degré de transformation des aliments et non pas les nutriments en tant que tels. Donc les matières grasses ne posent pas problème. Ce qui pose problème, c'est d'en manger trop et de les transformer trop. Et donc, au départ, on a des aliments complexes naturels que l'on fractionne et que l'on raffine. Et toutes ces séries d'aliments que vous pouvez voir dans le commerce sont le fruit de cette pensée réductionniste, c'est-à-dire les aliments ultra-transformés, les alicaments. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va tellement loin dans le concept que l'aliment est presque comparé à une molécule pharmacologique. Et on parle d'alicaments. Comme si l'on pouvait réduire le potentiel santé d'un aliment à un seul nutriment. Et c'est ce qu'on fait, parce que quand vous interviewez les gens dans la rue, et que vous leur dites à quoi vous fait penser le lait, les agrumes, la viande et les céréales, par exemple. Alors, je ne dis pas que tout le monde va répondre ça, mais c'est quand même la tendance. Les agrumes, ah bah la vitamine C, le lait, ah le calcium, la viande, ah bah les protéines, et les céréales, ah bah les fibres. Vous voyez, le réductionnisme a été tellement loin que même dans l'esprit des gens, on a réduit le potentiel santé d'un aliment à un nutriment. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ce qui est protecteur, ce n'est pas un nutriment, c'est l'action synergique d'une multitude de composés à action complémentaire. Les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires, les nutraceutiques, les ingrédients, tout ça est le fruit de cette pensée réductionniste. On les retrouve dans les recommandations, évidemment, parce que tout le monde est éduqué comme ça, les diététiciens, les médecins, nous, je peux vous le dire, hein, je vous le confirme, nous, les écoles d'ingénieurs agro, l'éducation à l'école et les gouvernements qui font les recommandations. Donc le PNNS est réductionniste, évidemment, puisque quand il dit moins gras, moins salé, moins sucré, indirectement, ça donne dans l'esprit des gens que finalement, c'est pas bon la graisse, le sucre, mais c'est idiot, puisque le corps en a besoin, le problème, il n'est pas là. Si vous consommez 100 grammes, par exemple, si vous consommez 100 kilocalories, non, je vais prendre 1000, vous prenez 1000 kilocalories d'aliments ultra transformés et 1000 kilocalories d'aliments peu transformés, ça n'a absolument pas le même effet sur l'organisme. Donc les calories ne sont pas interchangeables. Donc tout ce qui est régime approche par calories, ce n'est pas fondé scientifiquement. Puisque ce qui compte, c'est le degré de transformation. Et il y a même des gens qui consomment plus de calories et qui sont avec un poids normal que des gens qui sont obèses, qui consomment moins de calories. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui avait été faite par Campbell, qui est sans doute certains le connaissent, Colin Campbell, dans l'enquête chinoise, une des plus grandes études épidémiologiques au monde. Il avait observé que les Chinois qui se portaient très bien en milieu rural consommaient 800 kilocalories que ceux qui se portaient très mal en ville. En plus, donc on voit bien que ce n'est pas un problème de calories, mais eux, ils mangeaient peu transformés. Et en ville, ils consommaient beaucoup de produits animaux et de produits ultra transformés. Donc les calories que vous ingérez n'ont pas le même devenir dans l'organisme selon le véhicule. Et malheureusement, les recommandations, 5 fruits et légumes par jour, ça reste très réductionniste. Il faudrait rajouter déjà peu transformés, parce que si vous consommez 5 smoothies, c'est pas du tout pareil que 5 fruits différents. Enfin, j'ai pas besoin. Vous allez me dire, c'est le bon sens, mais vous savez, des fois, les scientifiques, à force d'aller trop loin, ils peuvent se couper du bon sens. J'ai beaucoup étudié les céréales, c'est mon cœur de métier, puisque j'ai commencé là-dessus. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans sur le potentiel santé des produits céréaliers, donc je voulais vous montrer rapidement ce que donne la pensée réductionniste appliquée aux céréales. On craque les céréales. Donc, le grain de blé est craqué en farine blanche, T55 ou T45, très raffiné, en son, riche en fibres, en protéines un peu aussi, et en germe. Le germe, on peut même extraire des vitamines, des matières grasses. Le son, on peut extraire la couche hyalurone riche en protéines, on peut extraire des fibres, des bêta-glucanes,
des arabinoxylanes. La farine de blé peut être craquée en gluten et amidon. L'amidon peut être hydrolysé en sirop de glucose. Ensuite, on rajoute une enzyme pour faire du fructose. Donc on craque de plus en plus, de plus en plus. On produit massivement des ingrédients dans le monde entier, on les recombine et ça donne des aliments ultra transformés. Et donc les céréales n'ont pas échappé à ce cracking extrême. Donc évidemment, le problème c'est que quand on fractionne et qu'on recombine, souvent l'aliment perd goût, couleur et texture. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du sel, du gras et du sucre et des additifs. C'est une forme de maquillage. C'est comme si on retapait une vieille bagnole et qu'on voulait lui redonner une seconde vie. Donc c'est un peu ça les aliments ultra transformés. Ce sont de faux aliments mais, qui veulent imiter les vrais aliments mais qui n'en sont pas. Le pain blanc, évidemment, industriel, peut très bien être ultra transformé, alors qu'évidemment l'idéal est un bon pain au levain à base d'une farine complète, bio. Là vous avez les deux extrêmes. Donc vous voyez bien que pour un même aliment, selon la transformation, on peut avoir quelque chose d'excellent pour la santé et quelque chose qui n'est finalement que du glucose. Quand vous consommez une baguette industrielle, c'est comme si vous consommez du glucose. Sucre rapide. Pareil pour les pâtes, complètes, raffinées évidemment. Riz blanc, riz brun, c'est pareil. Je cite toujours cette étude parce que je la trouve très intéressante. Ils ont suivi pendant plus de 10 ans. Alors, elle est en Corée du Sud, mais c'est intéressant la Corée du Sud parce que eux, leur pain, c'est le riz. Donc l'étude avait toute sa pertinence là-bas. Eh bien, ils ont observé que ceux qui consommaient régulièrement tous les jours, 3 fois par jour, du riz blanc, les taux de diabète étaient supérieurs à la moyenne. Et ceux qui consommaient régulièrement du riz brun, donc la quantité était un peu moins nombreuse parce qu'ils consomment plutôt du riz blanc, eh bien leur taux de diabète était non pas égal à la moyenne, mais en dessous. Donc on voit bien l'effet raffinage, comment il peut jouer sur la santé. Et les céréales du petit déjeuner pour enfants est également un cas d'école. Vous savez que 90 à 95% des céréales du petit déjeuner pour enfants sont ultra transformées. C'est une catastrophe. C'est presque des bonbons. Quand vous prenez un pétale de choc à pic, on a l'impression que c'est des friandises. Et malheureusement, les céréales du petit déjeuner pour adultes sont de meilleure qualité. Il y a 2 céréales du petit déjeuner qui tiennent la route en termes de santé, de degré de transformation, c'est-à-dire qu'ils sont peu transformés. C'est les muesli bio, avec des fruits secs, des graines ou des fruits à coque, les amandes, ce qu'on appelle les fruits de bouche, et les flocons d'avoine qui sont cuits à la vapeur, écrasés et cuits doucement à la vapeur. Voilà, c'est à peu près les 2 seuls produits qui sont peu transformés, qui valent le coup au petit déjeuner. Donc quand vous donnez dans le monde entier aux gamins des céréales du petit déjeuner qui sont hyperglycémiants, peu rassasiants, riches en gras, sucre, sel, je ne sais pas s'ils mettent du sel, je ne me rappelle plus, je pense pas trop, on va dire sucre et gras, quand vous consommez ça tous les matins, pendant 10-15 ans, vous créez un terrain favorable à l'apparition de diabète et d'obésité, évidemment. L'approche holistique, elle est plutôt orientale. En fait, les traditions orientales comme, on va dire, le confucianisme, l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme, pour citer les 4 grandes traditions, sont plutôt holistiques par essence. C'est-à-dire que, j'ai oublié de le dire, mais la pensée réductionniste est plutôt occidentale. Donc la pensée holiste, c'est quoi? C'est considérer que le tout est supérieur à la somme des parties. Je vais faire simple. Mais ça veut dire que 2 est supérieur à 1 plus 1. Vous allez vous demander, c'est bizarre, je fais du Jean-Claude Van Damme, qui dit que 1 plus 1 égale 1. En fait, 2 est supérieur à 1 plus 1 parce qu'il y a une synergie entre 1 et 1. Vous savez, c'est le vieil adage, l'union fait la force. C'est-à-dire que la force dégagée par un groupe, en cohésion, est plus forte que la somme des forces des individus pris isolément. C'est ça la pensée holistique, c'est-à-dire qu'elle reconnaît l'interconnexion entre les entités. Elle ne sépare pas les entités de manière définitive. Et c'est bien ce qui se passe au sein d'un aliment, c'est qu'il y a de multiples interactions. Et donc quand les fractionnant, en les recombinant, on détruit en quelque sorte l'harmonie qui existe naturellement au sein de l'aliment. Et donc la relation de cause à effet n'est plus linéaire, mais c'est une relation de cause à effet multicausale et non linéaire. C'est-à-dire multicausale, c'est-à-dire que le déclenchement d'une maladie a plusieurs causes, elle n'en a pas qu'une, ce n'est pas que les graisses saturées, les maladies cardiovasculaires. C'est une multitude de facteurs, donc il y a de la complexité. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder cette complexité, sinon on finit par dire des âneries et rendre le grand public fou au niveau de l'alimentation, où les gens ne savent plus qui écouter, quoi faire. Si vous voulez, la confusion qui existe dans les médias aujourd'hui,
en termes d'alimentation, si bien que des gens deviennent orthorexiques et même malades, parce qu'ils se culpabilisent sur tout ce qu'ils font. Un jour, on leur dit moins sucré, un autre moins gras, un autre moins salé, du camp hyperprotéiné. C'est-à-dire que ça devient contradictoire, ça devient le fouillis. Mais en fait, d'où vient ce fouillis? Il vient de la pensée réductionniste. C'est-à-dire qu'on a voulu tirer des généralités d'entités spécifiques isolées. Mais quand on revient à une pensée globale et holistique, enfin moi je peux vous le dire, puisque ça fait maintenant 5-6 ans que je suis dans cette approche-là, les choses deviennent d'une limpidité et il n'y a plus de contradiction, ça je peux vous le garantir. Ah oui, la parabole. Oh oui, mais merci monsieur. Oui, oui, c'est la parabole que j'aime beaucoup parce qu'elle traduit bien les chercheurs en nutrition et l'approche holistique. En fait, c'est un roi qui demande à ses serviteurs aveugles de lui décrire l'éléphant. Elle est d'origine jaïnique, j'ai vérifié sur Internet. Et en fait, chaque serviteur aveugle touche une partie de l'éléphant. Le premier, la queue, les pattes. Donc celui qui touche la queue, il pense que l'éléphant est longiligne. Celui qui touche l'oreille, il pense que l'éléphant est plat. Donc en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'ils ont tous un peu raison, évidemment, mais ils ont tous surtout très tort. Et que s'ils voulaient avoir une image holistique, c'est-à-dire, en fait, je n'ai pas défini ce que ça veut dire, mais ça veut dire global, ça vient du grec holos, qui veut dire entier, dont on retrouve la racine dans hologramme, c'est-à-dire en relief dans sa totalité, si vous voulez. Eh bien, il aurait fallu qu'ils se réunissent et qu'ils discutent entre eux. Et nous, en nutrition, on est un peu on fait comme ça depuis 150 ans. C'est-à-dire qu'on remplaçait l'éléphant par un aliment. Chacun s'est intéressé, il y en a aux vitamines, aux protéines. Maintenant, c'est les polyphénols, les caroténoïdes, les xanthophiles, enfin, etc., etc. Alors, c'est éminemment utile et je ne rejette pas cette approche. On a besoin de comprendre les mécanismes, il n'y a pas de doute. Mais quand, à partir de cette approche, on essaye de régénéraliser en arrière et de faire des recommandations, c'est catastrophique. Et on fait comme ça en nutrition depuis 150 ans. L'approche holistique, bon là je fais un peu de philosophie orientale, hein, est basée évidemment sur le concept d'interdépendance et de relations multicausales non linéaires entre tous les phénomènes. Donc, si on traduit dans l'aliment, c'est qu'il y a une interconnexion très complexe entre tous les nutriments. La pensée holistique reconnaît beaucoup plus la place de l'être humain dans son environnement, d'où des concepts de biodiversité, etc. Dans l'approche holistique, évidemment, le corps et l'esprit sont liés. Donc l'animal n'est pas une machine, évidemment, que l'on peut exploiter à outrance. Cependant, cette approche holistique peut aussi avoir des dangers quand elle devient exclusive et dogmatique. Elle peut entraîner des retards de développement, parce qu'à force de penser trop global, on néglige de décortiquer les mécanismes, et ça peut entraîner un retard de développement scientifique. D'où peut-être un certain retard scientifique de certains pays asiatiques qui ont voulu rattraper ce retard comme le Japon en allant piocher les découvertes réductionnistes de l'Occident. Donc l'idéal, c'est que les deux se rencontrent et se nourrissent mutuellement dans un cercle vertueux. Ça, j'en ai parlé. Évidemment, donc l'approche holistique laisse une grande place à l'interdépendance, donc au bien-être animal, la biodiversité, durabilité, des sélections génétiques qui ne sont pas focalisées sur un seul caractère. Quand par exemple vous ne sélectionnez des blés plus que sur le taux protéique parce que c'est comme ça qu'on le vend, c'est la pensée réductionniste, c'est-à-dire qu'on se focalise sur un nutriment. Pourquoi finalement ne pas sélectionner des blés sur leur richesse en nutriments protecteurs? Est-ce que ce ne serait pas plus utile pour l'être humain? C'est une question. Alors je suis conscient que le système s'est créé sur cette pensée réductionniste et qu'on ne va pas le changer du jour au lendemain, mais peut-être il est temps de se poser des questions plus globales. J'aimerais vous parler de Colin Campbell. Donc, alors, ces deux bouquins, j'en fais le résumé dans mon bouquin à moi. J'ai vulgarisé le bouquin de Georgie Skrinis dans mon bouquin et j'ai vulgarisé le deuxième bouquin que je trouve formidable, qui s'appelle Whole de Colin Campbell. Et en fait, il a fait un jeu de mots, parce que vous savez, whole en anglais, ça veut dire entier, et holistique, l'holisme en anglais, ça se dit holism, mais sans le W. Donc il a fait holism avec le W, donc il a fait un petit jeu de mots. Donc ce bouquin est formidable parce qu'il décortique comment fonctionne le système de recherche en alimentation dans les pays occidentaux. Ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux réductionniste, où l'on utilise des vérités partielles scientifiques pour faire le maximum d'argent. Par exemple,
les phytostérols diminuent le cholestérol, on va les isoler et les injecter dans les margarines afin